Autour de François Manas, Delphine Barthes, CEO de SteerUp, Alexa Reiss, exécutif directeur de Sista, Maya Noël, directrice générale de France Digital, Romain Paillard de Le Wagon, si je ne me trompe pas, Marie Braillère, investisseur chez FlyVC. François, on a hâte que vous nous bousculiez ensemble, mesdames, messieurs. Merci à toutes et tous d'être ici. Peut-être pour commencer, c'est vrai qu'on a appelé cette table la tech peut-elle vraiment sortir de son entre-soi? Parce que, comme vient de le dire Clara Chapaz, ça fait 10 ans, il y a d'initiatives, mais on a l'impression toujours que ça patine un peu. Je me tourne vers vous, Alexia. Avec Sista, c'est vrai que vous produisez des chiffres justement pour mettre en avant cette stagnation. Alors, pas partout, je pense que vous allez nous le dire. Est-ce que vous pouvez nous introduire un petit peu au sujet? Oui, absolument. Merci François. Donc juste pour la petite mise en contexte, Sista, c'est une ONG qui soutient les femmes entrepreneurs, notamment dans les problématiques de financement qu'elles peuvent rencontrer au moment de développer leur start-up. Sista a été créée en 2018 par Tatiana Jama et Céline Lazorte en se basant sur un constat simple, c'est que les femmes sont très peu financées par rapport aux hommes. Les chiffres, pour vous les rappeler, et Clara en a parlé tout à l'heure, l'enjeu du financement, c'est qu'actuellement, seuls 12% du venture capital est alloué à des entreprises fondées ou cofondées par des femmes. Or, aujourd'hui, les startups fondées ou cofondées par des femmes dans la tech, c'est 24% des startups créées. Voilà, donc ça, c'est le constat de base. C'est notre baromètre annuel qu'au sein de Sista, on étudie tous les ans, qu'on fait tourner tous les ans. Et en effet, le constat ne voit malheureusement que peu d'améliorations. La première, en l'occurrence, amélioration intéressante qu'on peut constater sur les dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui créent des entreprises dans la tech ou qui s'associent à des hommes pour cofonder des entreprises dans la tech. Donc, partant de ce constat-là, on peut espérer que sur les prochaines années, on va voir un vrai impact sur le financement. D'autant plus que les startups, quand elles sont cofondées par un homme et une femme, elles lèvent en moyenne 1,4 fois plus que les startups fondées uniquement par des hommes. Donc là, ça c'est déjà un premier chiffre intéressant qu'on peut souligner et qui montre que potentiellement dans les prochaines années, on va pouvoir voir une évolution. Voilà. Merci. Alors, on parle aussi toujours du haut quand on parle des startups, mais aussi par le bas, par les employés. Romain, vous, au Wagon, vous avez cette politique de recruter en essayant d'avoir des valeurs d'inclusion, et notamment, vous avez mis en place certaines mesures pour y parvenir. Oui, alors peut-être que le Wagon, tout le monde ne connaît pas forcément. Je le présente très rapidement, mais en résumé, aujourd'hui, on est le leader mondial des formations intensives au métier de la tech, data, web. Voilà, on a créé l'entreprise il y a 9 ans, on a formé à peu près 20 000 personnes et on est dans 40 campus à travers le monde. Nous, en fait, alors moi, sur l'entrepreneuriat féminin, je suis vraiment la personne la moins bien placée de la planète pour parler. Je suis vraiment la caractéristique du mâle blanc privilégié parisien. Donc c'est un sujet sur lequel je suis très, moi, plus dans une position d'écoute, clairement. Donc moi, les sujets sur lesquels je peux intervenir, c'est au niveau de mon entreprise. Il y a 2 interventions, en fait. Je peux avoir des interventions directes sur les gens que je recrute et une intervention indirecte sur les gens que je forme. Direct parce que c'est moi qui choisis. Aujourd'hui au Wagon, pour vous donner des données, on a 54% d'employés femmes et dans l'équipe leadership, on a 45% de femmes, ce qui n'est pas une parité exacte, mais ce qui est globalement, j'ai l'impression, mieux que ce qu'on voit à côté. Et puis pour les postes techniques au Wagon, on est à 40% de femmes. Voilà. Donc ça, c'est pour les éléments sur lesquels moi, en tout cas, j'ai un vrai grip et j'ai un vrai choix et j'ai une vraie capacité d'action. Sur ce qui est plus indirect, à savoir les gens qu'on forme, puisqu'on va forcer les gens à venir faire le Wagon. Nous, ça fait 9 ans qu'on travaille, enfin quasiment depuis les débuts. On travaillait avec, je ne me rappelle plus de l'association, c'était avant Sista, c'était Starter, ouais, c'est ça. Et avec Girls in Tech, exactement. Donc nous, enfin vraiment, il y a 9 ans déjà, on travaillait avec des associations pour les femmes dans la tech. On a organisé énormément d'événements, on a fait énormément de choses justement pour modifier un peu la perception que les femmes avaient de ces métiers-là, auxquels nous on forme.
Et aujourd'hui, on a dans notre alumni, donc qui compte 20 000 personnes, on a 30% de femmes, ce qui est bas encore, parce que c'est pas la parité. On a parfois des sessions avec une parité parfaite, ça nous est arrivé dans certains campus, notamment à Berlin, on a eu 50% de femmes, alors ça c'était vraiment miraculeux. Mais voilà, sinon on est à 30% d'alumni femmes. Si je compare par exemple à des écoles d'ingénieurs, je crois que de mémoire on est autour de 8-10% de femmes toujours aujourd'hui. Donc c'est mieux, mais pas top, comme on dit. Et sur les notions d'inclusion en plus général, je crois que vous avez mis en place le fait d'avoir des CV plus allégés pour justement ne pas, pour les candidatures, pour éviter certaines le manque de diversité sociale qu'on peut avoir dans les écoles d'ingénieurs, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. En fait, on peut voir, en fait, il y a deux sujets. Il y a le fait qu'il faille donner sa chance, en fait, à la diversité, à la mixité, à la parité dans les métiers de la tech. Mais il y a une vraie raison derrière, hein, qui est qu'en fait, c'est une chance pour la tech. C'est-à-dire s'ouvrir à la diversité, s'ouvrir à la mixité, s'ouvrir à la parité, c'est une vraie valeur ajoutée pour la tech. C'est pas simplement des statistiques, de la politique, etc. Ça crée de la richesse. Et nous, en fait, on appelle ça des batchs. Je suis désolé pour cet affreux anglicisme, mais dans nos batchs, plus on a de diversité, plus on a de richesse, parce que les gens viennent avec leur bagage, avec leurs expériences antérieures. On a des gens qui étaient chauffeurs routiers, on a des gens qui étaient chaudronniers, on a des gens qui étaient moines. On a plein de backgrounds différents. Là, c'est la folie des anglicismes. Mais voilà, donc en fait, c'est une vraie richesse pour la tech. C'est pas simplement des statistiques et des déclarations de foi. Il y a une vraie raison pour laquelle il faut plus de mixité, plus de diversité, plus de parité. Delphine, vous êtes entrepreneur, d'ailleurs vous êtes seule fondatrice de votre entreprise, Stirrup. Oui. Est-ce que, alors on a eu Lucille Derly dans la table avant qui a un peu évoqué son parcours d'entrepreneur, est-ce que vous avez vécu des expériences un peu similaires? Et je sais que vous portez vous-même un soin à avoir de l'inclusion dans vos recrutements et dans les initiatives auxquelles vous participez. Oui, tout à fait. Alors déjà, pour la faire courte, chez Stirrup, notre job, c'est de lutter contre le sans-abrisme. Ce qui est top, c'est qu'on a réussi à trouver comment mettre 30 000 personnes à l'abri d'ici 5 ans, et ça en réconciliant impact et rentabilité. Et voilà. Et effectivement, alors moi, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai eu la chance de trouver beaucoup d'aide, justement, et d'aller chercher de l'aide. Je suis notamment accompagnée par Sista. J'ai pu bénéficier aussi d'événements avec France Digital. Et oui, j'ai eu des anecdotes sur mon chemin où il y avait des biais culturels en face, dans des jurys ou ce genre de choses, où on sentait que c'est... Voilà, en tout cas, s'il y avait eu plus de parité dans les jurys, il n'y aurait peut-être pas eu ces biais. Voilà, ça, je l'ai vécu. Et effectivement, moi, je cherche absolument à faire le plus d'inclusion possible dans mes recrutements. Alors pour la petite anecdote, ce qui est assez marrant, c'est que depuis peu, on a enfin un homme dans l'équipe de Stirrup. Voilà. Alors jusque-là, on n'était que des femmes. Donc enfin, c'est pas encore la parité, mais c'est inversé. Et l'inclusion, j'y tiens, puisque je fais partie d'initiatives et je suis membre du board aussi d'associations comme Diversity Days. Voilà, et l'inclusion, ça passe effectivement par le recrutement, par la formation, par les programmes d'accompagnement. Donc j'essaie de m'impliquer au maximum pour être rôle modèle, que ce soit auprès des autres startups ou des autres publics, même comme les femmes, les étudiantes, etc., pour montrer que c'est possible, donner envie et faire les ponts entre les différents mondes, en fait. Marie, je me tourne vers vous. Vous êtes investisseur à un stade de développement très peu avancé des startups. Le constat qu'a fait Alexia, comment est-ce que vous l'avez de votre côté ? Alors effectivement, moi je suis partenaire d'un fonds qui s'appelle Fly Venture. On investit partout en Europe dans des startups. On parlait de deep tech tout à l'heure, c'est à peu près 50% de notre portfolio où on prend des risques technologiques très forts. Pardon. Sur les sociétés dans lesquelles on investit. On est souvent le premier VC à rentrer dans le capital des sociétés qu'on back. Et je pense les deux perspectives intéressantes que ça peut amener aujourd'hui, c'est la différence entre ce qu'on voit en France et ce qu'on voit ailleurs en Europe sur les profils des fondateurs. Parce qu'on a quand même des petits tropes ici qui sont assez spécifiques, notamment sur notre façon de regarder les diplômes des gens, et qui jouent aussi beaucoup je pense, sur les biais liés au levée de fonds. Et après, peut-être la deuxième perspective qui est pas inintéressante à apporter, c'est comme nous, on investit uniquement dans des boîtes où les fondateurs ont des backgrounds techniques. C'est les spécificités que ça apporte en termes de fondateurs et de fondatrices. C'est ce qu'on voit quand on voit beaucoup d'ingénieurs, de PhD,
de gens qui ont fait des choses très complexes techniquement et où effectivement il y a une population qui est essentiellement masculine, mais pas partout. Voilà. Si je ne me trompe pas, vous avez investi dans 2 ou 3 entreprises fondées par des femmes, notamment. Alors, chez Fly, on a ça dépend comment on compte, mais si on compte les fondatrices, c'est à peu près 25% de nos sociétés qui ont des cofondatrices femmes. Si on compte les CEO, c'est 15%. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, en tout cas, c'est assez... C'est ce qu'on a. Je me tourne vers vous, Maya. On a un peu l'impression que là, ce que vous m'aviez dans nos discussions en amont de cette table ronde, on a réussi quelque chose sur la sensibilisation et maintenant on est un peu bloqué sur des choses où on a l'impression que l'écosystème ne peut pas le contrôler, ou du moins que ça sort de l'écosystème. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer là-dessus ? Oui, alors non, effectivement, déjà la sensibilisation n'est pas terminée, je pense, il y a encore beaucoup de biais à déconstruire. D'ailleurs, Romain, tu disais comment est-ce que toi tu agis en tant qu'homme, c'est peut-être pas le plus représentatif. Je pense que si tu as un rôle à jouer justement sur les biais que tu peux avoir, comment toi tu es déconstruit, comment tu es déconstruit autour des personnes autour de toi. Toi aussi, Delphine, tu disais qu'il y avait souvent un manque de femmes dans les jurys, ce qui faisait que assez naturellement on avait tendance peut-être à mettre plus les hommes en avant, à plus investir en eux. Donc les biais sont encore présents. Donc il faut continuer à déconstruire et merci pour tous ceux qui œuvrent, notamment Sista, en comptant les femmes pour que les femmes comptent, c'est très important, mais il faut derrière passer à l'action. Clara tout à l'heure parlait du pacte parité, ça c'est un vrai passage à l'action, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement comme mesure pour avoir plus de femmes, plus de profils divers dans ces entreprises. Et c'est ce passage à l'action qui n'est pas toujours évident, on ne sait pas comment s'y prendre. Et moi, il y a un truc qui qui toujours me fait sourire, c'est qu'on dit il faut attirer les talents. Moi, je ne pense pas qu'il faille les attirer, je pense qu'il faut aller les chercher. C'est beaucoup plus de proactivité, en fait. Et ce n'est pas toujours évident. Quand on monte une boîte, surtout, on est un peu pris par le temps, par l'urgence. Et le premier réflexe qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est de chercher dans son réseau. Sauf qu'en fait, c'est entretenir le cercle vicieux. Quand on vient d'un certain réseau et qu'on recrute que des personnes de ce réseau-là, ce n'est pas une véritable démarche proactive. Il faut au contraire sensibiliser tout le monde et ouvrir des canaux pour aller chercher des profils issus de cette diversité. Ça inclut des femmes, mais ça inclut tout type de profils, différents backgrounds d'éducation, peut-être aussi des profils handicapés. Et donc ça, c'est une véritable démarche qui n'est pas naturelle. Et donc il y a ce travail de déconstruction de biais, et puis derrière, la mécanique à mettre en place pour pas simplement attirer, mais vraiment sourcer à la source les bons profils. Je pense que Delphine, vous êtes retrouvée dans certaines choses que Maya vient de dire. Oui, tout à fait. Notamment sur recruter différemment. Alors moi, je n'ai pas travaillé encore avec le wagon, mais c'est la même démarche avec une autre école qui donne sa chance à des gens en reconversion, et notamment des femmes et des femmes seniors, qui est Rocket School. Et voilà, et donc j'ai deux de mes salariés qui viennent de Rocket School. Et voilà, ça permet de recruter des profils différents, qui ont une expérience avant, qui connaissaient rien au digital, qui se sont reformés, et d'aller les chercher, de leur donner envie. Voilà, et c'est génial. Ça apporte une plus-value à la start-up aujourd'hui. Voilà. Vous m'aviez aussi parlé du manque peut-être de rôle model que vous avez eu au début. Tout à fait. Oui, c'est quelque chose... Oui. C'est effectivement, quand on cherche dans les écosystèmes, moi je suis lilloise, on cherche des rôles modèles à se rapprocher, et notamment même pour les plus jeunes femmes étudiantes ou jeunes qui hésitent à entreprendre, il faut qu'elles se reconnaissent, il faut qu'elles voient que c'est possible. Nous, à Lille, on a créé un club business justement pour être solidaire et puis pour pouvoir être représentative aussi et être des rôles modèles. Ça s'appelle Présente. Et on essaye de se booster, et on essaye aussi de dire aux femmes qui participent à ce club business et aux femmes de la tech lilloise de prendre leur place, d'accepter d'être visibles. Et alors j'en parlais à Maya tout à l'heure, et aussi d'arrêter de se plaindre, et aussi de prendre leur rôle et de devenir elles-mêmes rôle modèle, parce qu'il faut qu'il y ait cette transmission, en fait, cette visibilité. Et c'est vrai que je sais que même dans les médias, vous avez du mal à faire venir les femmes, même témoigner, etc. Moi, je suis board member à la French Tech Lille. On a du mal à recruter des femmes alors qu'elles se plaignent de ne pas être représentées. Mais j'allais dire, les femmes entrepreneurs aussi, allez-y, c'est votre moment, c'est votre tour de participer, de rendre l'appareil et d'être visible, quoi. Alexia, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous voyez ce problème et comment vous l'adressez ? Le sujet des rôles modèles, alors chez nous, c'en est un peu moins un, puisque vraiment, on est entouré d'un très gros écosystème de femmes entrepreneurs qu'on essaye
de vraiment mettre en avant. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on va vraiment travailler avec ces rôles modèles-là pour les mettre en avant. On a beaucoup de partenariats, typiquement avec des médias, pour pousser des profils, parce que, comme le disait Delphine, par défaut, on va vers ce que l'on connaît, on appelle toujours les mêmes personnes, on voit toujours les mêmes personnes dans l'écosystème de la tech en France, alors qu'il y a plein d'autres profils. Donc nous, on essaye vraiment de s'obliger à aller chercher les profils féminins ailleurs. Chez nous, ça passe par notamment les promotions qu'on crée tous les 6 mois en onboardant 20 femmes entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds, qui ont souvent des profils parfois atypiques, parfois classiques, avec à chaque fois des projets géniaux, en tout cas dans lesquels on croit, et qu'on a envie de présenter à nos investisseurs. Et voilà, nous, c'est avec ces profils-là qu'on travaille. Et aussi, exactement comme l'a fait Romain avec le wagon, on a créé un système d'alumni. Donc toutes les femmes qui sont passées par nos promotions précédentes de Sista Entrepreneurs et qui donc, elles, ont réussi à lever des fonds, ont fait grossir leur boîte, sont parfois passées à l'international. Et ces femmes-là, au sein de Sista, joue vraiment ce rôle-là de rôle modèle. Voilà. Et ce qui est beaucoup aussi ressorti dans vos témoignages respectifs, c'est qu'il y a un moment où on se confronte à la société faite comme elle est, et donc du coup il y a 8% de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs, et donc du coup dans les fondatrices moins, notamment Marie, je me tourne vers vous, et aussi le rôle de mère qui peut poser un problème soit au moment de lever des fonds, soit après, plus tard. Est-ce que vous pouvez me dire un peu vous sur votre expérience personnelle? Alors, moi j'ai 3 enfants et jusqu'à avoir des enfants, je vous raconte juste 2 minutes de ma vie. Je suis moi-même ingénieur et je fais partie effectivement du petit nombre de femmes qui sont general partner d'un fonds d'investissement. Parce que je ne sais pas combien on est, mais ça doit être peut-être 10%, ouais, même pas. Ouais, voilà. Et jusqu'à avoir mes 3 enfants et être le primary parent, c'est-à-dire la personne, quand votre gamin il est malade et qu'il a la fièvre, qui c'est qui se fait appeler par l'école ou par la nounou, c'est souvent la maman. La divergence en fait, de carrière jusqu'au moment où tu commences à avoir tes enfants en tant que femme, elle existe certes, mais même dans toutes les documentations, toutes les études qui sont produites, que ce soit en France ou ailleurs, elle est souvent quand même assez faible. Et la différence en termes d'impact intervient souvent au moment où il y a une personne qui perd entre 20 et 30% de son temps au quotidien. Et j'adore mes enfants et j'adore être une maman. Simplement, c'est un fait, les enfants, ça prend du temps. Et c'est là où, en fait, sur un jeu hyper élite qui est la création d'entreprise quand on veut jouer au venture capital jusqu'au bout, malheureusement, 20-30% par jour, c'est énorme. Et ça ne m'étonne pas du tout que, malheureusement, quand on regarde les fondateurs de sociétés qui valent plus de 100 millions, plus d'1 milliard, c'est un jeu extrêmement élite qui considère à la fin 0,1% de toutes les startups, qu'elles soient fondées par des femmes ou par des hommes. Si on n'a pas les 20 ou 30% par jour par rapport à la personne d'à côté, on ne peut pas gagner. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a eu des initiatives géniales qui ont été lancées, particulièrement venant de la French Tech. Je ne retrouve plus le nom exact, mais c'était il y a 2 ou 3 ans, pour instaurer par exemple un congé paternité obligatoire pour les hommes, parce que c'est clairement un des premiers. Qui devient le primary parent? Est-ce que c'est le papa? Est-ce que c'est la maman? Pardon, je fais de l'anglicisme, mais le parent que l'école l'appelle le premier. Et ben, c'est là où on va finalement rééquilibrer les rôles entre peut-être que certains papas, c'est OK, qu'ils s'occupent plus de leurs enfants à un moment de leur carrière. Peut-être que c'est pas forcément la maman. Et c'est là où je pense qu'il y a le premier vecteur d'inégalité, en tout cas, qui se crée entre les hommes et les femmes. Et certes, il y a encore des histoires de perception, il y a sans doute du travail encore à faire sur ça aussi, même si en tant que société, on a quand même énormément progressé depuis le moment où ma grand-mère, qui était une des seules femmes de Bretagne à faire prépa maths, se faisait voler ses chaussures par ses camarades masculins parce qu'une fille n'avait rien à faire en prépa. Je pense qu'on a quand même progressé en 70 ans en tant que société. Et là où il reste beaucoup de choses à faire, pour moi, c'est sur comment on traite les parents. Maya, je me tourne vers vous. Ce témoignage de Marie, moi, m'a fait un peu écho à ce que vous m'avez dit. Après, dans l'idée, il y a peut-être une question d'image de la French Tech aussi à changer. On a un peu l'image, Romain l'a mentionné, qui ressemble un peu à moi, c'est-à-dire voilà, l'entrepreneur qui travaille énormément, qui est un homme, qui du coup met tout de côté pour le travail, et qu'il y aurait peut-être une question aussi sur l'image de marque de la French Tech pour attirer plus de profils. Est-ce que vous pouvez...
Oui, c'est vrai. En fait, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, la French Tech, quand on était une start-up, c'était très compliqué de recruter. Parce qu'en fait, on n'existait pas sur le paysage économique, en fait. Et quelque part, pour exister, il y a une forme de caricature qui s'est créée sur qu'est-ce que ça veut dire travailler en start-up. Ça veut dire faire des anglicismes, ça veut dire être cool, porter des baskets, ça veut dire être un peu mouton à 5 pattes, une espèce de caricature du geek, voire une forme de complexité. C'est forcément des métiers ultra techniques. Et il y a un véritable enjeu à démystifier ce qu'est cet écosystème, parce qu'on est véritablement rentré dans une phase de maturité où on a besoin de tous les profils, pas simplement de développeurs, pas simplement d'une ultra-élite. Au contraire, on a besoin d'énormément de diversité pour que les innovations qu'on crée soient les plus inclusives possibles. Et donc, dans la façon dont on a de communiquer sur cet écosystème, il y a une véritable image de marque à changer. Il y a une forme de soft power pour pouvoir attirer plus largement, pas simplement une ultra-élite qui cherche à faire de l'argent, qui cherche à être entrepreneur, pas forcément des geeks à capuche. Il y a tout. Aujourd'hui, quand on interroge les startups, ce qu'elles recrutent, c'est certes des profils techniques, mais aussi des commerciaux, des personnes au service client. Il y a tous les métiers dans la tech. Et ça, c'est pas quelque chose qui est forcément inscrit. Il y a un vrai enjeu à démystifier. Et donc oui, il faut qu'on parle un peu plus, peut-être pas que des fondateurs, peut-être aussi des personnes qui travaillent dans ces startups. Moi, je pense qu'il y a d'excellents profils, des super exécutants qui apprennent leur métier en start-up. Aujourd'hui, pour être un champion du marketing, je pense que c'est plus intéressant de rejoindre une scale-up que d'aller chez L'Oréal. Et ça, on n'a pas encore réussi, on va dire, à parler de tout ça au grand public. Ça reste encore un microcosme. Et si on veut sortir de l'entre-soi, il faut qu'on élargisse au maximum la manière dont on a de présenter cet écosystème qui, en fait, est pluriel. Mais ce n'est pas forcément compris de tous, et de facto, ça crée une barrière à l'entrée. Et une des premières barrières, c'est quand on écrit une fiche de poste et qu'on met plein de mots en anglais, qu'on invente des titres de poste. Customer Success Manager, ça veut dire ce que ça veut dire, mais bon, pour 90% des Français, c'est assez obscur. Et donc, si on changeait peut-être en mettant des mots un peu plus français, ou en faisant peut-être plusieurs fiches de poste pour le même poste, on ouvrirait des portes, et donc, de facto, plus de diversité et plus de femmes. Romain, je me tourne vers vous à nouveau. Du coup, vous participez à injecter de la force plus diverse, de la force de travail plus diverse dans la tech. Vous m'avez fait part, quand on discutait, d'une frayeur qu'il pourrait avoir, qui est d'avoir du coup une tech à 2 niveaux une fois que les gens sont rentrés dans l'entreprise, avec d'un côté peut-être les profils et écoles d'ingénieurs qui occupent certains postes, et du coup les gens qui sont, entre guillemets, qui passent par des formations accélérées, qui seraient mis de côté, pas forcément à juste titre d'ailleurs. En fait, il y a 2 trucs déjà, les formations comme le wagon, les bootcamps, pas que de développeurs, d'ailleurs il y a des bootcamps maintenant dans différents domaines, hein, de sales, etc. Il y a plein de métiers qui sont formés via des formations accélérées comme le wagon, donc c'est assez récent déjà, et c'est quand même, si on parle de diversité, c'est quand même un super égalisateur. Je veux dire, il y a quand même eu un échec un peu global de la formation première, l'école, l'université. Aujourd'hui, en master, il y a 7%, je crois, maximum d'enfants ouvriers, d'enfants avec des origines ouvrières, versus 30 ou 40% qui ont des parents cadres. Enfin, il n'y a plus du tout ce rôle-là, en fait, que joue l'école. Donc, à un moment donné, la formation continue doit prendre le relais. L'avantage, c'est qu'on a des métiers aujourd'hui qui sont accessibles avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de motivation, mais pas forcément un vrai bagage technique, théorique, scolaire. Donc aujourd'hui, on peut former des gens qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas de formation antérieure, à des métiers qui leur permettent d'intégrer des entreprises, de gagner des salaires, etc. Et ça, c'est quand même un rôle fondamental de la formation professionnelle, de la formation tout au long de la vie, de prendre un peu le relais de l'égaliseur social que devrait être l'école, les études supérieures, etc. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est un peu plus global, mais voilà. Moi, je prends plaisir, en fait, à faire tourner des formations courtes et impactantes, parce que je vois immédiatement l'effet sur la vie des gens, et je vois la confiance qui revient, je vois les liens qui se créent. Je vois, par exemple, on parle de parité, de mixité, etc. Il y a l'expérience du wagon. C'est 9 semaines, vous êtes les uns sur les autres. Si nous, on ne fait pas un vrai travail de bienveillance vis-à-vis de tout le monde, hein, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des communautés LGBT, enfin, je veux dire,
de toutes les communautés, en fait, de tous les gens qui sont là. Si on ne fait pas un vrai travail là-dessus, ça peut virer un peu potache, un peu colo de vacances, quoi. Et en fait, cette espèce d'ambiance un peu patriarcale, elle revient assez vite dès qu'on ne fait pas attention. Donc, désolé, je pars sur des trucs qui n'ont rien à voir. Mais bon, pour répondre à votre question, le sujet auquel je pensais, moi, c'était plutôt de voir... Enfin, il y a de plus en plus de gens qui vont travailler dans les métiers de la tech parce qu'il y a de plus en plus de besoins en fait pour ces métiers-là, puisque c'est des métiers qui sont globalement des métiers d'avenir. Moi, mon inquiétude, c'est que sur le long cours, il y ait une hiérarchisation en fait au sein de ces domaines-là, au sein des métiers de la tech, entre une sorte d'élite qui se dégagerait et qui serait encore une fois un peu patriarcale, etc., et les petites mains de la tech qui auraient des métiers techniques certes, mais qui en fait seraient des métiers entre guillemets un peu de seconde zone. Voilà, donc moi je me méfie quand un domaine devient, quand une industrie grossit, au sein de cette industrie, plus elle grossit, plus on va voir émerger des strates, des stratifications, des hiérarchies qui peuvent parfois être extrêmement subtiles et discrètes et quasi invisibles, et il faut y faire attention. C'est très 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 prospectif. Oui, on parlait d'un besoin d'un peu plus passer à l'action. Delphine, vous m'avez dit, un des choses, si vraiment je demandais quelque chose d'avoir en plus, c'est d'être mis sur un pied d'égalité au moment d'arriver face la personne pour les levées face au fonds d'investissement, face au concours. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que il y a des freins qu'on se met nous-mêmes, les femmes entrepreneurs, et qui ne nous facilitent pas l'accès aux financeurs, les rencontres, etc. Et oui, j'ai pu bénéficier, que ce soit avec Sista, de pouvoir rencontrer des investisseurs. Et puisque après, une fois qu'on est en face des investisseurs, oui, que le meilleur gagne, on est de toute façon aussi fort que les garçons, il n'y a aucun souci. Avec France Digital, j'ai pu bénéficier de rencontres aussi avec des financeurs, avec Invest in Her. Et c'est ça, nous, dont on a besoin, en fait. C'est vraiment des actions concrètes, de l'opérationnel des choses qui vont pouvoir nous apporter soit pour le business ou soit pour lever des fonds. C'est vraiment des actions concrètes comme ça dont on a besoin aujourd'hui. En fait, c'est vrai que la sensibilisation, elle est importante, mais nous, on a besoin d'actions terrain comme ça qui vont nous servir rapidement, qu'on va pouvoir transformer rapidement. Marie, vous, du coup, vous êtes du côté des gens qui arrivent en face de vous. Pourquoi est-ce que vous pensez que y a les profils de femmes qui se présentent à vous, du coup, dans des stades très, très early des levées de fonds, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors, c'est là où comme je suis côté investisseur, si j'ai des biais, je les notifie pas forcément, mais donc je peux répondre à la question. Mais nous, aujourd'hui, dans les faits, j'ai l'impression que chez Fly, on ne traite pas différemment une fondatrice femme d'un fondateur homme. On cherche, nous, à identifier deux trucs. C'est est-ce que la boîte, elle est sur un sujet qui a un potentiel de plus d'1 milliard? Et le deuxième truc, c'est après, est-ce que cette personne, elle a... parce que c'est notre thèse d'investissement, elle a une connaissance, alors pour reprendre le mot deep tech, elle a une connaissance où elle a créé une équipe avec une compétence vraiment unique et déterminante. Et quand on regarde les fondatrices qu'on a backées, et ben on a, alors comme nous c'est souvent des ingénieurs et des doctorants, et ben en France par exemple on a backé une doctorante qui est revenue d'Angleterre, qui a lancé sa boîte en France et qui a une connaissance unique sur c'est une société qui s'appelle In Vitro Medical, qui a une connaissance unique dans la détermination des embryons qui ont les meilleures chances de succès pour se développer. On a backé Inato, dont une des cofondatrices, elle est américaine. C'est l'ancienne directeur du digital d'une grande industrie, d'une grande boîte pharmaceutique US. En fait, les deux, et puis je pourrais parler d'autres, mais elles arrivaient sans posture aussi négative sur elles-mêmes. Et on n'a pas... On a beaucoup réfléchi sur ça en interne et comme on est toujours nous sur ces deux enjeux, ces deux dimensions très précises pour déterminer comment on choisit, ce qui est intéressant par contre, c'est que quand on regarde dans le spectre de tout notre deal flow européen, on a immensément plus de femmes qui viennent des pays de l'Est.
Parce que là-bas, il n'y a pas le taux d'ingénieurs femmes assez faible qu'on a ici, avec effectivement 30% d'ingénieurs. Alors c'est 30% le chiffre, mais c'est très faussé entre les écoles d'informatique où c'est moins de 10%, tu as raison, et les écoles de plutôt biologie, chimie où il y a beaucoup plus de femmes. En Europe de l'Est, où on a beaucoup de notre deal flow, c'est 50-50 entre les hommes et les femmes. Et effectivement, dans les 8 fondatrices que j'ai moi dans mon portfolio, il y en a 4 qui sont russes, parce qu'en fait, en Russie, c'est hyper normal de faire informatique quand on est une femme. C'est pas du tout... Et donc il y a aussi un problème de tuyaux, en fait, c'est-à-dire au début, il n'y en a pas beaucoup des ingénieurs, il n'y en a pas beaucoup des techniciennes, il n'y a pas beaucoup de développeuses. Et ça va peut-être un autre problème, mais en tout cas, c'est un problème qui est super intéressant. Mais vous voulez rebondir ? Non, mais je pense qu'en fait, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il faut être ultra proactif, et ça, c'est dès le plus jeune âge, effectivement, aller montrer à des filles qu'il y a des carrières possibles dans la tech, leur donner envie, effectivement, peut-être de faire des maths, de faire des écoles d'ingénieurs, et en fait, c'est mettre de l'huile dans les rouages à tous les endroits de la mécanique globale. Et effectivement, c'est à l'école, c'est dans l'entreprise, effectivement, continuer à faire des efforts au moment du recrutement, mais aussi par la suite, peut-être faire monter en compétences des profils féminins, des profils qui n'ont peut-être pas des diplômes d'ingénieur, mais qui ont des compétences, et donc continuer à les former. Et c'est ça qui est assez important à considérer, c'est que c'est pas en menant une petite action d'un côté qu'on arrivera à faire changer complètement cette dynamique-là. Il faut qu'on connecte tous les tuyaux ensemble et qu'on soit ultra proactif. Et pas... Parce que ce que tu disais, en fait, si tu te laisses aller, au bout d'un moment, tu as tes anciens démons qui reviennent. Donc il faut vraiment être dans l'action. Et un autre point sur le côté changement de culture que j'ai retrouvé dans vos 2 témoignages, vous avez dit être beaucoup confronté à des fondateurs très timides, très en retrait, et inversement, le discours qui est revenu assez souvent, beaucoup de femmes qui réussissent dans la tech, c'est des femmes qui arrivent à être solaires comme les hommes, c'est-à-dire très sûres, très engagées. Est-ce que du coup on a besoin de plus de mettre en avant aussi des profils plus en termes de posture, des gens moins... Non, mais qui a une action très concrète, et je pense que Sista en fait beaucoup, c'est le mentorat. Je pense que c'est très utile, parce que cette forme d'ambition et ce charisme, entre guillemets, de fondateur, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui se cultive, mais c'est forcément pas toujours évident. On a tendance aussi à faire beaucoup par mimétisme. Alors c'est vrai que quand vous êtes entouré d'entrepreneurs dans votre cercle familial ou dans vos amis, c'est peut-être plus facile de passer cette étape-là. Et si vous n'avez pas cette chance, c'est le but d'associations qui font du mentorat, de vous accompagner, de vous présenter des personnes qui vont peut-être vous sortir un peu de ce côté timide ou qui va vous apprendre à pitcher, à rayonner, comme tu peux le dire. Et ça, je pense qu'il faut continuer. Et en fait, on parle de rôle modèle. Pour moi, un rôle modèle, c'est pas une femme patronne du CAC 40 forcément. Pour moi, un rôle modèle, ça peut être aussi une amie, une cousine, une sœur. Et donc, du coup, et là, tu parlais, toi, des alumni de ce réseau de femmes. En fait, il faut que chacun, quelque part, soit un peu le rôle modèle quand il a les moyens, vis-à-vis, d'ailleurs, d'un garçon ou d'une fille. Hein. Je ne fais pas la distinguo. Mais on a chacun, en fait... moi, je crois vachement à l'effet réseau. Et le premier réseau, c'est son entourage. Et donc, il faut assumer, en tant que frère, sœur, ami, d'être un peu rôle modèle. Et ce qui fonctionne aussi bien sur ces sujets-là, et on le voit côté Sista, mais globalement dans énormément d'entreprises de la tech qui se fondent aujourd'hui, c'est que beaucoup cofondent. Il y a moins de solo founders et beaucoup d'associations. Et donc là, on parle vraiment d'associations de personnalités différentes. Et cette association-là, quand on trouve la bonne personne, donc celle qui complète bien, peut être vraiment vertueuse et peut permettre à une personne... en effet, qui n'a pas une appétence particulière, comme vous disiez, pour se mettre sur le devant de la scène, par exemple, mais néanmoins de faire valoir ses qualités d'expertise et pour répondre typiquement aux attentes des investisseurs également, parce qu'il n'y a pas que le show-off. Et en effet, il y a vraiment cette partie-là à travailler et qu'on observe dans des binômes de fondateurs et fondatrices qui fonctionnent extrêmement bien. Alors, il nous reste 1 minute. Peut-être en ouverture, je posais la question à Maï, mais pas à toutes et tous. Il y a une crise de la tech en ce moment. Est-ce qu'il faut craindre, parce qu'on a tendance un peu à mettre les objectifs d'inclusivité un peu de côté dès qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'il faut craindre ou est-ce que justement c'est une opportunité ? Peut-être Maya, je me tourne vers vous.
Moi, je pense qu'au contraire, c'est une opportunité parce que ce que je disais, ce qui peut mettre en tension une entreprise, notamment en cas d'hypercroissance, c'est le fait de devoir recruter beaucoup très vite. Et donc, moi, j'ai parlé à beaucoup de DRH, on a beaucoup de DRH dans le réseau de France Digital qui disaient, quelque part, ce moment-là, c'est aussi le moment de prendre le temps de structurer ces équipes en interne, de remettre au cœur, en fait, ce métier de RH qui est... Parce que c'est pas naturel de recruter, ça nécessite de la méthode et c'est peut-être le temps nécessaire pour pouvoir recruter avec plus de temps et mettre en place en interne des méthodologies pour faire monter aussi les profils en interne. Voilà. Écoutez, sur ce mot, merci beaucoup à tout le monde pour cette présence, puis je passe la parole à...